Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière leçon de ce cours 2022. 23. On va vraiment parler du timer Hux au cours de cette leçon. Je ne vous cache pas que c'est un sujet un peu ardu. J'ai essayé d'imaginer des outils un peu didactiques pour essayer de faciliter la compréhension. Auparavant, j'aimerais quand même revenir quelques minutes sur ce dont nous avons parlé la dernière fois, les deux dernières fois en fait, parce qu'en fait ce timer Hux est contextualisé par cette horloge de segmentation dont on a parlé au cours des 2 dernières semaines. Donc c'est vraiment important de revenir un tout petit peu sur cette horloge, 5 minutes, pour vraiment comprendre l'importance de ce timer et puis aussi pourquoi nous avons passé, mon laboratoire en particulier, a passé tellement de temps à essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans ce timer. Voilà. Alors je vous remonte cette petite vidéo parce que je pense qu'elle résume très bien ce que je vous ai raconté sur cette horloge. On voit ce gène qui est un gène qui est activé par la voie Notch, maintenant familier pour vous. Ce gène dont l'expression va osciller avec une sorte de vague qui va aller de postérieur à antérieur. 3 choses importantes. La première, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que les cellules ne bougent pas. C'est donc une oscillation intracellulaire. La cellule allume, éteint, et comme toutes les cellules ont un comportement coordonné au même niveau antéro-postérieur, on a l'impression d'une vague, mais en fait c'est j'allume, j'éteins. Donc on a cette impression de vague qui monte. En fait, ce n'est pas du tout une vague, ce sont des oscillateurs qui sont en phase. La deuxième chose, c'est que cette vague d'oscillation, elle intervient dans cette partie-là, qui est donc, souvenez-vous, le mésoderme présomitique. C'est la partie, si vous voulez, qui fournit en matériel ce dont on va avoir besoin pour alimenter la partie postérieure de notre corps, en mésoderme, et aussi en neuroectoderme, ce qui va faire du moins l'épinière, puisque ce sont des cellules NMP, neuro-mésodermic progenitors. Et puis la troisième chose importante, c'est que en haut de cette oscillation, vous vous souvenez, on en a discuté, vont se former les somites. On voit ici, donc, cette oscillation, vous voyez en orange, qui est illustrée sur 3 étapes. Et puis au moment où cette oscillation va rencontrer un front ici de détermination qui est fixé par une quantité de matériel, une quantité de quelque chose, finalement, peu importe ce que c'est, une quantité de quelque chose, ce quelque chose étant produit dans la partie postérieure, des ARN, en l'occurrence FGF8, ces ARN n'étant produits que dans cette partie, vous vous souvenez, cette histoire de sonde intronique que je vous montrais ici, donc ces ARN sont produits dans cette partie, et ce que vous voyez là, ce sont les mêmes ARN, mais qui ont une sonde, qui sont visualisés avec une sonde exonique, c'est-à-dire on voit la stabilité des ARN. Donc en fait, ces gènes fonctionnent dans la partie la plus postérieure, ici, et puis ils arrêtent de fonctionner. Mais les cellules dans lesquelles ces gènes ont fonctionné vont garder de l'ARN, évidemment, elles vont accumuler l'ARN qu'elles ont accumulé, et puis ces cellules elles ne vont pas monter, mais le système va descendre, donc ces cellules vont se retrouver de plus en plus antérieurement, sans bouger, encore une fois, avec des quantités d'ARN à l'intérieur qui vont descendre, puisqu'au fur et à mesure du temps, cet ARN va être dégradé avec une certaine vitesse. D'accord ? Donc on a d'un côté cet oscillateur, et puis de l'autre côté cette limite de concentration qui descend avec le système. Et donc à chaque oscillation, on va rencontrer cette limite de concentration, on va faire une frontière. D'accord ? Ça, c'est vraiment le principe de l'horloge de segmentation qui, une fois de plus, dont la plupart des composantes ont, une fois de plus, été caractérisées par le laboratoire d'Olivier Pourquier. Vous voyez ici, encore une fois, ce carré ne bouge pas,
Vous voyez qu'il se trouve dans une concentration d'ARN ici qui est de moins en moins élevée, évidemment, puisque le carré ne bougeant pas, mais la source d'ARN descendant, on va se retrouver dans une concentration qui diminue, et puis quand ce carré va atteindre cette concentration, une catastrophe cellulaire va se passer, en termes de changement cellulaire important, on va faire une limite. Vous vous souvenez également que nous avons discuté un peu de la période, parce qu'évidemment, la période de cette oscillation est un des facteurs qui va fixer le nombre de segments. Ce nombre de segments, il est extrêmement stable au sein d'une espèce, mais il est relativement variable au sein de toutes les espèces de vertébrés. Donc c'est un des paramètres qui peut être utilisé pour jouer avec ce nombre de segments. Et nous avions vu à travers ce système de ces cellules qui sont totalement in vitro dans un pétri, une boîte de pétri, mais qui oscillent, puisqu'elles sont toutes des oscillateurs indépendants. Donc elles oscillent, on le voit très bien sur ce schéma-là. On fait une coupe optique, souvenez-vous, une coupe à travers cette cellule, et puis on mesure le gène activé, pas activé, activé, pas activé, activé, pas activé, puisque le gène, dans ce cas particulier, code pour une molécule, une luciférase, qui nous permet de doser la quantité de transcription. D'accord? Eh bien, vous voyez que dans ce système in vitro, la période qui est observée chez la souris, qui est 2 heures, est conservée. Donc on peut effectivement utiliser ce système pour analyser ce qui fixe la période d'oscillation. Et puis chez les humains, les cellules humaines, c'est une période de 5 heures. Donc là encore, c'est respecté, puisque dans la vraie vie, en fait, les humains, les embryons humains pendant cette période vont avoir une oscillation d'à peu près toutes les 5 heures, alors que les souris auront une oscillation d'à peu près toutes les 2 heures. Vous vous souvenez que ce groupe a essayé de comprendre d'où venait cette différence dans la période en faisant des tas d'expériences, en mettant des gènes de souris chez l'humain et vice-versa, etc. Et là, je pense que la seule conclusion importante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la période est fixée non pas par quelque chose qui est lié aux gènes eux-mêmes, mais par un milieu global cellulaire. C'est-à-dire que les cellules humaines ont un métabolisme différent des cellules de souris, et ça se traduit, dans ce cas de l'horloge de segmentation, par une période qui est allongée. Par exemple, la vitesse, souvenez-vous, de dégradation des ARN est plus lente chez les humains que chez la souris. La vitesse d'épissage des ARN est plus lente, etc., etc. D'accord ? Et donc, ces auteurs ont modélisé tous ces paramètres et ont réussi à reproduire, en variant ces paramètres, un modèle mathématique qui, comme il est indiqué ici, est suffisant pour expliquer quantitativement les périodes d'oscillation plus longues de l'horloge de segmentation chez les humains. Et puis, je vous ai brièvement parlé de cette loi de Kleiber qui, en fait, anticipe ce résultat, puisque Kleiber, dans les années 30, avait proposé que chez les vertébrés dits supérieurs, les amniotes, le métabolisme est ajusté, proportionnel à la masse corporelle à la puissance 3/4. Donc ce n'est pas une relation linéaire, mais en règle générale, plus vous êtes gros, plus vous êtes lourd, en termes d'espèces, plus votre métabolisme, votre dépense énergétique, moins en fait votre métabolisme est élevé en relation avec votre poids, la puissance 3/4. D'accord ? Ce qui, en règle générale, peut expliquer les résultats qu'on a discutés la semaine passée. Voilà. Le point central, pour faire la transition avec le timer Hux, c'est que cette horloge de segmentation est un mécanisme itératif. C'est-à-dire à chaque oscillation, à chaque segmentation, c'est exactement la même structure qui est produite. C'est une machine à former des segments. Or, si vous regardez chez les animaux adultes, il est heureux en fait que nos segments ne soient pas tous pareils. Donc, il y a un besoin, une nécessité d'accompagner la production de segments par un système qui va identifier ces segments. Et en fait, ces deux systèmes temporels, c'est là où je voulais commencer vraiment ce cours aujourd'hui,
se mettent en route à l'intérieur de ce sablier, de ce rétrécissement du sablier phylotypique. Souvenez-vous, j'ai pris cette sorte d'image, en fait, de tous ces embryons vertébrés qui sont très différents les uns des autres dans leur forme, donc qui ont peu de pression évolutive, si vous voulez, pour s'ajuster à une forme particulière. Mais par contre, pendant le développement, qui vont converger vers ce point de rétrécissement où là, il va y avoir des contraintes maximales sur les mécanismes. Ces deux horloges vont s'enclencher, cette horloge et ce timer vont s'enclencher pour à la fois produire un segment, donc un système itératif et un système de cran. Okay. À chaque segment qu'on produit, on va produire une adresse génétique basée sur ces gènes qui sera différente. Alors comment ça marche ? Écoutez, je remonte très rapidement à cette image que je vous avais montrée la semaine passée, pour vous dire, sans insister trop longuement, que nous avons donc 4 complexes de gènes OX. Les 4 fonctionnent de la même façon, donc je ne vous en parlerai, je ne vais vous parler que d'un seul comme exemple. Et en fait, nous nous sommes aperçus à la fin des années 80, à la fin des années 1980, que l'expression de ces gènes OX suivait une temporalité qui était reflétée par la position des gènes sur ces complexes. Quelque chose de très curieux, en fait, où le gène numéro 1 était activé d'abord dans le temps, puis le gène numéro 3, 4, 8, etc. etc. Donc, une suite d'événements qui utilisent en fait la linéarité du polymère d'ADN pour fixer par-dessus un référentiel temporel. C'est quelque chose qui, à l'époque, était relativement méconnu et en fait, qui n'a pas d'autre exemple, à ma connaissance aujourd'hui, que ce système des gènes OX. Chez les vertébrés, la compréhension de ce mécanisme a été rendue extrêmement difficile. Et la raison pour laquelle cette compréhension a été difficile, c'est que cette activation, en fait, se passe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la partie la plus postérieure de l'embryon de souris. C'est une partie qui est extrêmement difficile d'accès, puisque cet étranglement du sablier, c'est ce qu'on appelle la gastrulation, c'est en grande partie le phénomène de gastrulation. C'est juste après l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine. C'est difficile d'accéder, c'est très hétérogène, c'est minuscule, les quantités de cellules sont extrêmement compliquées à obtenir. Et donc, nous sommes toujours dans un système où nous avons à la fois des cellules qui expriment des gènes, d'autres cellules qui n'expriment pas ces gènes, donc un mélange hétérogène qui a rendu l'analyse extrêmement difficile. Alors, laissez-moi vous montrer cette publication d'Alfonso Martinez-Arias, qui est en fait un schéma qui vous montre ici la colonne somitique, donc la tête serait sur la droite, et puis ces cellules-là qui activent ces gènes OX, ces cellules NMP dans la partie la plus postérieure, et ces cellules qui vont nourrir en fait ce mésoderme présomitique et les cellules nerveuses qui se trouveront sur la partie dorsale. Donc on a ces cellules en bas qui se divisent avec une bonne activité mitotique, qui sont en fait des cellules souches, et qui vont en fait remplir l'embryon avec ces cellules qui vont descendre, 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 et puis les cellules qui vont rester derrière à la fois dans le mésoderme et dans le système nerveux, dans la future moelle épinière. Et en fait, il a fallu attendre pratiquement 25 ans pour que, grâce à toutes ces technologies dont je vous ai parlé avec les neuroblastes, c'est-à-dire ces séquençages d'ARN en cellules uniques, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais il a fallu attendre, en fait, cette technologie, premièrement, pour être sûr que tous ces gènes étaient exprimés dans la même cellule. Parce qu'on pourrait très bien imaginer, en regardant un embryon, que 10% des cellules expriment le gène numéro 8, mais pas le 7, alors que 10% des cellules expriment le 7 et pas le 8. On ne verrait pas la différence. Donc il a fallu attendre qu'on ait les ARN de chaque cellule pour être sûr que dans chaque cellule, on avait effectivement, à ce niveau-là,
les ARN 1, 2, 3, 4, à ce niveau-là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Premièrement. Puis deuxièmement, on a dû attendre pour cette image que je vous montrais aussi la semaine passée, c'est une publication qui, en fait, n'est même pas encore publiée, est déposée sur un serveur de type bioarchive. Et en fait, on voit très bien ici, par séquençage de cellules uniques, d'ARN en cellules uniques, ce sont en fait des cellules NMP. Et cette publication, plus de 30 ans après l'observation de cette vague de transcription qui passe à travers le cluster, c'est je dirais, des premières observations absolument claires qui montrent que ces gènes sont exprimés, que les ARN de ces gènes sont fabriqués dans ces cellules NMP, dans ces cellules souches NMP, qui sont les cellules dans lesquelles l'horloge de segmentation travaille. Et donc, je vous montrais le schéma de base, en fait, l'hypothèse, finalement, de départ, il y a déjà de nombreuses années. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est hyper simple. Hein. Vous avez ces cellules ici, très postérieures, desquelles part le mouvement oscillatoire. Et puis, vous avez des cellules à différentes positions ici, et ces cellules-là expriment une certaine combinaison de gènes OX, et puis la cellule en dessous, donc qui est sortie plus tard de cette partie-là, cette cellule va exprimer plus quelque chose, et puis celle-ci plus 3, plus, etc., etc. Donc vous avez, encore une fois, ce système itératif et ce système à cran, OX1, OX2, OX3, OX4, OX5, etc. D'accord ? Voilà. Alors, comment ça marche ? Et d'abord, la première question, c'est quelles ont été les évidences, les meilleures, pour dire qu'effectivement, ce timer était lié à la structure du cluster. On pourrait dire que ça n'a rien à voir avec le cluster, c'est simplement des gènes qui sont activés dans le temps. On voit des gènes activés dans le temps. Il y a en fait deux évidences, il y en a plusieurs, mais je vais juste vous parler des deux qui, je trouve, sont pour moi les plus convaincantes, une théorique, une pratique. Si on prend tous les animaux dont le génome a été séquencé jusqu'à présent, on voit que ces clusters de gènes OX, en fait, peuvent être très différents d'une espèce à l'autre. Et je vous ai mis ici quatre types de clusters qu'on peut trouver. On trouve des clusters très denses, comme chez nous. Ça, c'est typique des vertébrés. Non seulement des mammifères, mais généralement des vertébrés. Beaucoup de gènes très condensés sur à peu près 100 kilobases, donc vraiment quelque chose de très dense. Et puis il y a beaucoup d'animaux qui ont un cluster OX désorganisé, qui est aussi un cluster mais un peu plus large, avec plus de place, plus d'espace. Et puis certains animaux ont cassé leur cluster de gènes OX. Et puis d'autres, en fait, l'ont complètement atomisé. Et la question que nous nous sommes posée il y a presque une vingtaine d'années, en fait, c'est est-ce que l'on peut associer une position phylogénétique avec ces clusters? C'est-à-dire, est-ce que l'on peut, sur un arbre du vivant, dire, voilà, ce groupe d'animaux a ce type de cluster, ce groupe d'animaux qui est très loin de nous a ce type de cluster, etc. Et la réponse est non. En fait, il y a des animaux qui sont très proches de nous, par exemple les urocordés, les acidies, le violet à Marseille. Eh bien, les urocordés ont complètement atomisé leur cluster. Et par contre, des animaux qui sont très loin de nous, comme les crevettes, les arthropodes, certains insectes, ont un cluster qui est relativement bien organisé. Et donc, il n'y a pas de relation entre le type de cluster et la position phylogénétique, la position évolutive. En fait, si l'on passe à travers tous les critères, il n'y a guère qu'un seul critère qui permet une association, c'est la stratégie de développement. En effet, tous les animaux qui se développent selon une stratégie temporelle antérieure à postérieure ont un cluster de gènes OX, qui n'est pas cassé, qui n'est pas atomisé. Je vous parlais de la crevette se développe du haut vers le bas. Je vous parlais des sauterelles,
Les sauterelles se développent du haut vers le bas. Je vous parlais de l'acidie. L'acidie ne se développe pas du haut vers le bas. C'est un développement généralement, on fait référence comme un développement basé sur le lignage cellulaire, c'est-à-dire que les cellules, dès le départ, savent que je serai postérieur, je serai antérieur. Un peu comme chez les nématodes, etc. Donc, chaque fois qu'il y a besoin d'une temporalité dans la détermination antéro-postérieure, on a un cluster. Chaque fois qu'il n'y a pas besoin de temporalité, le cluster est soit cassé, comme chez la mouche, les diptères. Les diptères, souvenez-vous, on en a parlé, les diptères ne se développent pas selon une temporalité, ils font un œuf qui coupe en morceaux. D'accord ? Le cluster est cassé. Et donc, il y a quelques années, nous avons proposé ce que nous avons appelé la conjecture Hughes, qui dit que l'existence d'un cluster complet est liée par un mécanisme, d'activation temporelle pendant le développement, et par conséquent, tous les animaux se développant selon une progression temporelle doivent avoir un cluster de gènes Hughes. Et inversement, tous les animaux montrant une cassure dans leur cluster doivent utiliser un type de développement différent. Et je dois dire que jusqu'à présent, en fait, alors que je dirais que pratiquement tous les grands groupes d'animaux ont été séquencés à l'heure actuelle, pas encore tous, mais pratiquement tous, eh bien, il n'y en a pas encore qui ont révélé de contre-exemples. Ça peut venir, ça viendra certainement, il y a toujours une exception à tout, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de contre-exemple à cette conjecture. Deuxième élément que j'aimerais vous mentionner rapidement, c'est que se passe-t-il chez les vertébrés si on les drosophilise, si on casse le cluster, si on en fait deux clusters. Et ça, c'est une expérience qui a été faite il y a plus d'une dizaine d'années dans le laboratoire. Alors, c'est une expérience compliquée et simple à la fois, mais il suffit de mettre un point de cassure, une petite séquence d'ADN à l'intérieur d'un cluster Hughes, et puis un autre point de cassure très loin, 3 mégabases, c'est vraiment à une grande distance. Et puis ces points de cassure permettent de faire une inversion, comme des inversions qu'on trouve souvent dans des pathologies génétiques où on voit chez certains patients qu'il y a une grande inversion d'un morceau de chromosome qui généralement cause cette pathologie. Dans ce cas-là, on dirige nous-mêmes l'inversion, on décide où on la fait, et puis avec des enzymes, etc., des recombinases, peu importe. Donc on fait cette inversion. Le résultat de cette inversion, c'est qu'au lieu d'avoir un cluster de gènes entiers, on a maintenant 2 demi-clusters qui, comme chez la mouche, sont sur le même chromosome, et comme chez la mouche, à une distance à peu près du même ordre de grandeur. Et on voit en fait que la temporalité est conservée sur cette partie, donc ça démarre 1, 3, 4, etc. Mais cette partie n'est jamais activée. Vous voyez ici, le gène numéro 11 qui est là, il n'est jamais activé, soit précocement, soit plus tardivement. Vous voyez, dans la queue ici, on n'a pas l'activation du gène numéro 11. Les autres sites, là, ce sont des sites contrôle, ce sont les membres, enfin, peu importe. Ce qui veut dire que pour avoir une activation temporelle correcte de ces gènes, ils doivent être en cluster. Si vous cassez la structure en cluster, vous perdez l'expression de la partie qui est dans le postérieur. Ça commence normalement, mais après, ça peut plus progresser. Et ce type d'expérience, en fait, a suggéré, il y en a eu plusieurs de ce même type, a suggéré que cela devait probablement être un mécanisme de progression d'une façon ou d'une autre, un mécanisme qui utiliserait une fois de plus la structure du polymère d'ADN, le fait que c'est un polymère, donc c'est une structure à la base qui est linéaire finalement, pour pouvoir progresser dans le temps. Alors je vous mentionnais tout à l'heure que le mécanisme sous-jacent a été extrêmement difficile à étudier dans ces petits embryons, et c'est la raison pour laquelle il y a quelques années nous sommes passés à un autre type de paradigme qui est en fait ce qu'on appelle un pseudo-embryon, un embryoïde, un stembryon en anglais, que vous voyez ici, qui est en fait un type d'embryon qui fait partie de toute cette vague d'embryons synthétiques, de nouvelles structures que l'on peut maintenant produire in vitro, entièrement à partir de cellules souches. Là, on n'a plus d'animaux, on n'a plus de croisements,
on a des cellules souches, on prend 300 cellules souches embryonnaires, on en fait une boule, vous voyez là, et puis cette boule, on va lui donner 24 heures de signalisation Wnt. Souvenez-vous, Wnt, c'est cette voie de signalisation qui est très active dans cette partie où les horloges fonctionnent. Donc on va traiter cette boule pendant 24 heures avec du chiron, qui est un agoniste, donc l'équivalent qui active la voie de signalisation Wnt. Et puis ensuite, on ne fait plus rien. On laisse faire. Et vous voyez que cette boule va casser la symétrie. Il y a un événement extrêmement important. On voit qu'elle va se transformer, s'allonger, s'allonger, et puis ça va s'allonger, pousser, pousser dans cette partie. En fait, cette partie-là ressemble étrangement à la partie postérieure d'un embryon de souris. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à la partie qui s'allonge, donc la partie la plus postérieure. C'est un protocole qui avait été mis au point par David Turner dans le laboratoire d'Alfonso Martinez Arias en 2017. Et à l'époque, nous avons collaboré pour transférer cette technologie dans le laboratoire, de façon à pouvoir regarder d'abord si le timer OX était implémenté, était mis en œuvre dans cette structure, ce qui nous semblait extrêmement probable, vu l'aspect postérieur de ce gastruloïde. Et je vais vous montrer un petit film, parce qu'évidemment, ce sont des cellules souches. Et comme ce sont les cellules souches, on peut relativement facilement les manipuler. Et je vais vous montrer un film dans lequel on a introduit dans ces cellules souches une fluorescence dans le gène numéro 9. Pourquoi 9 ? À peu près au centre du cluster. Donc vous allez voir en fait le développement de ce gastruloïde, et puis cette fluorescence qui arrive, c'est le gène numéro 9 qui est activé au temps à peu près correct auquel il devrait être activé. Ah, ben voilà, je retombe dans mes problèmes de petits films. Écoutez, ce que vous auriez dû voir, c'est cette partie-là qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, et puis la fluorescence qui arrive avec ce gène numéro 9. Ce que je voulais aussi vous montrer sur ce film, c'est qu'à la fin de l'élongation, les cellules positives font pratiquement 30% de l'objet biologique, alors qu'on est de l'ordre, je veux dire, de moins de 10% dans le cas de l'embryon. Et on a vraiment l'impression que c'est une expression homogène. Donc c'est un objet biologique, en fait, qui correspond à la partie la plus postérieure d'un embryon. Donc on enlève tout ce qui est antérieur, tout ce qui ne nous intéresse pas, finalement, et on garde ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie qui est enrichie en cellules NMP, donc ces cellules qui produisent les oscillations, et les cellules qui mettent en route ce timer OX. Et à partir de là, on a décidé vraiment de se concentrer sur ce système, puisqu'on peut, premièrement, en produire pratiquement à volonté, autant qu'on en veut. C'est vraiment qu'une question de pipetage. Et puis, deuxièmement, avoir des séries temporelles extrêmement précises. Parce qu'on peut non seulement regarder l'heure, mais on peut regarder les gastruloïdes. Donc on peut non seulement dire à 8 heures on les regarde, mais à 8 heures on peut sélectionner tous ceux qui ont une forme pratiquement identique. Alors que je vous rappelle, je l'ai mentionné dans un cours précédent, que dans une portée de souriceaux, de foetus de souris, on peut trouver parfois des différences presque d'une journée, qui reflètent en fait les différences de temps de fertilisation dans l'ampoule, tout en haut. Donc on a des différences d'âge au sein d'une portée chez les souris qui souvent nous causent des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ces gastruloïdes ? Eh bien, on a pu finalement les utiliser pour essayer de voir en détail ce qui se passait pendant cette activation. Voir en détail ce qui se passe, d'un point de vue moléculaire, ça veut dire essayer de regarder comment la chromatine réagit, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chromatine lors de cette vague d'activation qui va suivre le cluster. Et pour faire ça, nous devons utiliser une technologie que j'ai déjà décrite dans les cours précédents, mais je vais vous en dire un tout petit mot, simplement 2 minutes de rappel sur ce que c'est que la chromatine. Je vous rappelle que vous voyez ici un chromosome en mitose, c'est-à-dire une partie de la division cellulaire
dans laquelle les chromosomes sont condensés, donc ils ont cette belle forme. Hein. Si vous regardez en interphase, eh bien, les chromosomes sont un peu comme un plat de spaghettis, là ils sont condensés. Vous voyez ici un chromosome X et puis un chromosome Y, passons rapidement, ici. Et vous voyez que cet aspect est un peu plumeux, et lorsque vous prenez une de ces fibres et que vous commencez à la tirer, eh bien, vous apercevez qu'en fait, les chromosomes sont faits d'enroulement, 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 d'enroulement. Finalement, il y en a 4 majeurs. On tire, il y a d'abord un premier type de fibre à 300 nanomètres, c'est un enroulement, et puis ensuite on continue à tirer, il y a un autre enroulement, des fibres à 30 nanomètres, puis on continue à tirer, on a un troisième enroulement ici, qui s'appelle des protéines, qu'on appelle des nucléosomes. Toutes ces choses un peu rouges, etc., sont en fait des protéines, finalement, qui vont enrouler, permettre à cet ADN d'avoir un empaquetage. Alors pourquoi? Eh bien, vous le voyez dans le bas de cette image, hein, on a en fait 2 mètres d'ADN dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos noyaux. Donc imaginez l'empaquetage nécessaire pour faire rentrer ces 2 mètres dans un noyau cellulaire. L'ADN a une épaisseur de 2 nanomètres, donc de 2 milliardièmes de mètre. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'empaquetage, il doit être fonctionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on prend et puis qu'on fait comme ça. Parce que d'abord, si on fait comme ça, on perd de la place. Donc il faut que ce soit un empaquetage qui ait une fonctionnalité. Parce que si, au cours de la différenciation cellulaire, vous avez soudainement besoin de 2 gènes qui sont quelque part, il faut que ces gènes soient accessibles. On ne peut pas aller rechercher Donc il y a un empaquetage qui, en fait, reflète en quelque sorte comment ce génome va être utilisé pendant le développement et la physiologie. Le dernier niveau d'empaquetage, vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle un nucléosome. C'est une petite série de protéines, toujours les mêmes, qui s'appellent des histones. Et c'est le dernier type d'enroulement de l'ADN. Si vous tirez encore, ben vous avez de l'ADN. Et ces histones sont des protéines qui ont ce qu'on appelle une queue. Alors ça veut simplement dire que la protéine est repliée sur elle-même, et puis un endroit un peu flottant vers la fin qui n'est pas replié, hein, ce qu'on appelle la queue. Et puis on trouve sur ces queues qui sont donc, vous voyez, qui sont dirigées vers l'extérieur du nucléosome. Eh bien, ces queues sont facilement modifiées par toute une série d'enzymes. Modifiées, ça veut dire que, par exemple, vous avez ici un résidu lysine, un acide aminé lysine, qui fait donc simplement partie de cette protéine. Et cet acide aminé lysine peut être modifié, c'est-à-dire on peut lui ajouter un groupement, par exemple un groupement acétyl, un groupement méthyle, 2 groupements méthyle, 3 groupements méthyle. Et donc on peut avoir des formes de cette histone particulière dans lesquelles ce lysine va être plutôt acétylé ou ce lysine va être plutôt méthylé, etc. Alors, pourquoi, comment? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces formes différentes de modification de cette lysine particulière correspondent à des états d'activation de la chromatine différents. Quand la chromatine est active, quand il y a des gènes qui fonctionnent, quand il y a des séquences régulatrices qui sont vraiment en train de travailler, eh bien, tout est modifié avec ces acétylases. Donc cette lysine 27 est acétylée sur la queue de l'histone 3. D'accord? Donc si on arrive à voir où on a de l'acétylation de ces histones dans le génome, eh bien, on va savoir tous les endroits, en gros, où ça fonctionne. Inversement, si vous avez cette triple méthylation de cette même lysine, eh bien, c'est un signe pour dire que cet endroit ne fonctionne pas. Il est silencieux. D'accord? Donc, par exemple, si vous allez voir un gène dans les cellules sanguines, vous allez voir un gène de la globine, eh bien, il sera couvert par ces modifications d'acétylation. Si vous allez voir ce gène de la globine dans le rein, eh bien, il sera couvert par ce type de modification. Donc, vous pouvez en conclure
que le gène de la globine ne fonctionne pas dans le rein, on le sait, mais on le voit, il ne fonctionne pas dans le rein, parce qu'il est couvert par un triméthylK27. Il fonctionne dans les cellules sanguines parce qu'il est couvert, décoré, modifié par une acétylation de cette même lysine 27. Alors comment est-ce qu'on peut voir où c'est acétylé, où c'est, etc. Eh bien, c'est très simple. Il suffit, c'est compliqué, mais il suffit d'avoir un anticorps, un bon anticorps. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a des tas d'anticorps commerciaux qui marchent très bien, qui reconnaissent simplement quand cette lysine a un groupement ou quand cette lysine a un autre groupement. D'accord ? Donc vous disposez d'un anticorps qui va se lier sur une histone qui aura cette modification dans la queue, etc. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Souvenez-vous, je vous avais parlé de ça déjà dans une vie antérieure. C'est ce qu'on appelle une expérience d'immunoprécipitation avec séquence. Et en fait, dans le fond, c'est vraiment hyper simple. Imaginez que vous avez de la chromatine avec des modifications d'acétylation. Vous avez un anticorps, il va reconnaître, donc il se lie. D'accord ? Vous avez la possibilité d'isoler cet anticorps grâce à des billes qui contiennent quelque chose qui lie l'anticorps. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous fixez le système, pour pas que ça parte, et puis vous fragmentez l'ADN. Donc vous allez avoir des tas de petits morceaux, et puis il y a certains morceaux qui vont avoir l'anticorps, c'est les morceaux qui ont la modification. Ces morceaux, ils vont être repêchés par la bille, puis ensuite on va amplifier l'ADN avec des primers comme d'habitude, et on séquence. Donc on va avoir des morceaux de séquence d'ADN. Ces morceaux de séquence, on les aligne sur le génome, et puis on se dit, ah ben voilà, ici c'est complémentaire, donc ça veut dire qu'ici, on avait une modification de cette protéine puisqu'on l'a repêchée avec l'anticorps. OK ? C'est hyper simple, ça marche bien. Et, bon, il faut faire quelques essais selon les anticorps, etc. Et en fait, on obtient deux sortes de résultats, si vous voulez. Quand vous regardez une modification de la chromatine, eh bien, ce n'est pas une seule histone qui a cette modification. Quand le gène fonctionne, quand le gène ne fonctionne pas, c'est toutes les. Okay, donc, c'est des domaines qui sont décorés. Et donc, quand vous regardez le résultat final, ici, vous avez un exemple d'un complexe OX, mais ça n'a rien à voir avec les OX en particulier, mais eh bien, vous voyez tous ces pics ici, tous ces pics, ça veut dire que tout ce domaine-là est couvert par cette marque acétylation, d'accord ? Donc, tout ce domaine-là est actif. Ça nous permet de dire, voilà, du gène numéro 8, 9, 10, 11, 12, 13, tous ces gènes-là sont actifs. Ce gène EVX, il est actif, vous voyez ? Par contre, le gène 4, le gène 3, ils ne sont pas actifs. Okay ? Actifs, ça veut dire qu'ils fabriquent de l'ARN, ils font des protes. Okay ? Maintenant, vous avez un autre cas de figure qui est non pas une modification d'histone, mais simplement une protéine qui se lie à l'ADN. Souvenez-vous, on a parlé pendant 2 leçons de ces neuroblastes, des réseaux génétiques avec ces gènes qui se liaient ou qui réprimaient en amont d'un gène cible, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement une protéine qui va se lier à une séquence d'ADN. D'accord ? Pour activer ou pour supprimer. Cette protéine qui se lie à une séquence d'ADN, si vous avez un anticorps contre cette protéine, c'est pareil. Il faut avoir un anticorps. Il faut fabriquer un anticorps, généralement chez le lapin, il faut fabriquer un anticorps. D'accord ? Si vous faites cette expérience, vous avez un résultat qui est à la fois identique, mais différent dans l'illustration. C'est ce que vous voyez en haut. Vous avez, au lieu d'avoir un assemblage de pics, parce que c'est toute une région qui est couverte par les modifications de la chromatine, dans ce cas-là, vous avez une protéine qui est présente dans des endroits discrets, donc vous avez des pics discrets. D'accord ? Donc, ce que vous voyez en haut ici, c'est une protéine qui s'appelle CTCF, sur laquelle je vais revenir. Eh bien simplement, ici c'est lié, ici c'est lié, ici c'est lié, ici c'est lié. D'accord ? En fait, c'est une technologie qui est identique dans les deux cas.
Simplement, dans un cas, vous regardez la présence ponctuelle d'une protéine qui va se lier peut-être, je ne sais pas, à 1000, 1500, 2000 endroits dans le génome, ou bien des modifications de la chromatine, des histones. Et là, évidemment, vous allez avoir des très grands domaines qui vont être positifs. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est cette marque particulière, cette marque d'acétylation. Où se trouve-t-elle dans le complexe OX si on fait une série temporelle très serrée, toutes les 12 heures, de ces gastruloïdes? D'accord? Et ce que vous voyez, c'est ça. Sur la droite, vous voyez la série de gastruloïdes. 24 heures, 48 heures, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de transcription, rien ne marche, tout est fermé, donc on n'a pas mis les lignes. Au bout de 48 heures, on donne, souvenez-vous, c'est 24 heures de traitement avec Wnt, 24 heures de chiron. Hein? Et là, vous voyez qu'on commence à avoir ces signaux-là qui correspondent à tac, 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 gène numéro 1, gène numéro 3. Donc vous voyez que ça commence de façon asymétrique, ça commence dans la partie la plus antérieure. Okay? Et puis ensuite, vous voyez ici, toutes les 12 heures, 96, 108, 120, etc. Et on voit deux choses. Premièrement, on voit qu'il y a très rapidement une couverture de toute cette partie-là du cluster, pratiquement la moitié. Hein? Et puis ensuite, on a cette descente. Si vous avez fait attention, quand je vous ai montré tout à l'heure l'image de la publication du poisson zèbre, où je vous disais que c'est la première fois qu'on le voyait dans les NMP, vous vous souvenez que ça descendait vers la droite, mais qu'en fait, la première partie, ça ne descendait pas tellement. Ben, c'est pareil. Hein, jusqu'à peu près au milieu du cluster, il semble qu'il y ait pas... Il y a une différence temporelle, mais elle est vraiment subtile. Hein. On voit ici, gène numéro 1, gène numéro 3, puis très rapidement, on va dans cette région-là. Puis ensuite, ici, 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 ça progresse. Alors là, j'avais aussi une petite animation, mais je pense qu'elle ne va pas marcher non plus. Ben voilà. Peu importe finalement, mais si vous voulez, le grand avantage, c'est quand on a ces points temporels de 12 heures, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut biner, c'est-à-dire on peut diviser le cluster artificiellement. Par exemple, vous prenez, le cluster, il fait une centaine de kilobases, hein, il fait 100 000 paires de bases. Donc, on peut prendre tous les 10 paires de bases, par exemple, ou tous les 100 ou tous les 1000 paires de bases, et puis calculer entre deux points de 12 heures le nombre de lectures d'ADN que vous avez, parce qu'en fait, la hauteur des pics, la hauteur ici, correspond au nombre de séquences d'ADN que vous lisez quand vous séquencez à la fin de l'expérience. Donc ça donne un aspect quantitatif, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de protéines, si tous les sites sont occupés, eh bien vous allez avoir beaucoup de séquences, donc vous allez avoir un grand pic. Si peu de sites sont occupés, eh bien vous allez avoir peu de séquences. L'anticorps va reconnaître peu de séquences, donc vous aurez peu de séquences d'ADN à la fin. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement prendre deux points différents de 12 heures et puis redistribuer le nombre de rides d'ADN sur ces 12 heures artificiellement, ce qui fait que ça nous permet d'avoir quelque chose de smooth, en fait, donc on voit cette vague qui traverse... je sais pas, c'est misérable cette histoire de film, mais enfin bon, je vais m'arranger pour que... non, en fait, je ne sais pas comment m'arranger. Ceux d'entre vous qui sont intéressés, venez à la fin du cours, je vous les montrerai directement sur mon écran, ce sera plus clair. Voilà. Alors, c'est là qu'on commence à rentrer dans les choses un peu plus abstraites, parce que vous voyez que cette première partie-là, cette première partie, qui semble être activée de façon relativement, pas au même temps, mais très rapide, okay, cette première partie du cluster, vous voyez qu'elle correspond à une partie ici qui n'a pas ces petits triangles. Hein? Ces petits triangles, ils correspondent à ce que vous voyez là,
c'est la présence d'une protéine particulière qui est très très étudiée actuellement, qui s'appelle CTCF. Et c'est une protéine qui est très connue pour structurer la chromatine. Alors comment ça fonctionne? C'est un modèle qui s'appelle le modèle de l'extrusion par loupe. Alors ça paraît rébarbatif, mais en fait c'est relativement simple. CTCF, en passant, c'est une fois de plus une de ces protéines à doigts de zinc. La structure ici, peu importe, mais c'est une protéine, c'est un facteur qui reconnaît des séquences d'ADN. Qu'est-ce qu'elle fait, cette protéine? Eh bien, elle fait la chose suivante. Quand vous avez une fibre de chromatine, vous avez un complexe protéique qui va arriver, qui s'appelle le complexe de la coésine. La coésine, c'est un complexe qui est très utile en mitose, qui va être utilisé pour séparer les brins, enfin, peu importe. Mais cette coésine va être déposée sur la chromatine. Et puis cette coésine, elle a deux boucles que vous voyez là. Elle a deux boucles. Et elle va attirer la chromatine au travers de ces boucles. Elle va commencer à extruder, donc à extraire la chromatine au travers de ces boucles. D'accord ? Comment elle fait ça? Parce qu'elle a des moteurs qui sont en fait de l'ATP, qui sont des moteurs basés sur l'ATP. Donc là, si vous voulez, c'est un complexe protéine qui a une machinerie énergétique, donc qui permet de sortir l'ADN. D'accord ? Donc, elle va extruder, jusqu'à ce qu'on rencontre des sites occupés par CTCF. Alors, ces sites, soit ils ont une orientation comme ça, soit ils ont une orientation comme ça. La séquence, elle peut être soit comme ça, soit comme ça. Quand CTCF lit une séquence comme ça ou comme ça, il va y avoir une différence stérique dans l'espace. Et si la séquence est comme ça, eh bien ça va passer à travers la boucle. Si la séquence est comme ça va bloquer. Donc, imaginez que vous avez une coésine qui arrive, qui se fixe, et elle commence à extruder, elle extrude. Si vous avez deux sites CTCF qui se rapprochent, et qui vont commencer à passer, ça bloque. Ça fait un grand loop. Il va y avoir un complexe qui va venir pour solidifier un peu ce loop qui va durer ce qui va durer. En fait. Bon. Alors à quoi ça sert? Ça sert évidemment, entre autres, à rapprocher, par exemple, une séquence régulatrice d'un promoteur. Très souvent, on en a discuté très souvent, on a des séquences de régulation qui sont très loin. Comment est-ce qu'elles atteignent le promoteur? Et on s'aperçoit que souvent, on a des sites CTCF à proximité, et donc la coésine peut extruder, rapprocher, tac, ça démarre. Mais si les sites sont comme ça passe, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive comme ça pour bloquer. Donc, si les deux sont comme ça, ils passent les deux à travers. OK? Bon. Quand ce modèle a été proposé, en grande partie par Leonid Mirny et par Haydon Lieberman, Erez Lieberman Haydon, quand ce modèle a été proposé, on s'est dit peut-être qu'en fait, ces sites CTCF sont utilisés comme des checkpoints pour le temps dans le cluster OX. Puisque si vous regardez ce que je vous montrais tout à l'heure, ici vous avez le cluster, vous voyez qu'on a une partie qui s'active rapidement où il n'y a pas de site CTCF, et puis précisément quand on commence à avoir cette descente, ce temps, plus tard, c'est précisément quand on rentre dans cette région qui est pleine de ces sites CTCF. Donc l'idée, le modèle était le suivant, peut-être qu'on a ici le cluster OX avec ces sites CTCF qui regardent dans cette direction, et puis plus loin se trouve un activateur, un enhancer, avec des sites CTCF dans l'autre direction, ce qui est le cas. Et donc, si on atterrit avec une coésine dans cette partie-là, on va extruder ici, on va tirer, jusqu'à ce que ces sites-là rencontrent ce site-là. Ça va bloquer, ça va apporter cette séquence de régulation
proche de ce promoteur, on démarre. Après quelque temps, pour des raisons de probabilité stochastique et aussi parce que, évidemment, ces protéines ne sont pas bétonnées, elles sont constamment en train on-off, hein, c'est un système dynamique, biologique, eh bien, on va extruder jusqu'au deuxième site, on va passer au-dessus de celui-ci. Peut-être parce que le CTCF sera parti, et hop, on va au suivant. Puis avec le temps, comme ça, on peut progresser, troisième, quatrième, cinquième. Alors, pour que cette hypothèse soit correcte, il y a une nécessité, c'est qu'effectivement, la coésine atterrisse sur cette partie-là. Si elle atterrit partout, ça ne marche pas. Si vous commencez à extruder dans tous les sens, ça ne peut pas marcher. Donc ce modèle n'est valable que s'il y a une présence de coésine asymétrique au début. Et pour voir ça, ce que nous avons fait, c'est de regarder une autre protéine, encore une autre protéine, qui, elle, est ce qu'on appelle un facteur loading, c'est une navette, c'est le facteur qui va déposer la coésine sur la chromatine. Les systèmes biologiques sont assez compliqués. La coésine, elle fait son boulot, mais elle ne peut pas elle-même trouver l'endroit où il faut atterrir. Donc, il y a un facteur qui s'appelle NIPBL, la drosophile, etc., qui va apporter la coésine, déposer la coésine sur des endroits particuliers de la chromatine, et puis la coésine va faire son boulot. Alors, où se trouve ce NIPBL? Ben, écoutez, voilà, sans entrer dans les détails, regardez simplement le profil et mesurez l'avantage de travailler avec ces gastruloïdes, parce que là encore, on a une séquence temporelle très précise, c'est la même que tout à l'heure, et vous voyez que cette protéine démarre aussi dans cet endroit, et puis progressivement, si vous clignez un peu des yeux, vous voyez qu'elle part à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Donc on a un dépôt de coésine qui se fait ici, de façon asymétrique, et très rapidement, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça s'étend sur la gauche, ça bloque, et puis ensuite ça descend, ça descend, ça descend. Pourquoi? Et en fait, il se trouve que ce facteur NIPBL reconnaît les endroits qui sont transcrits. C'est un facteur qui reconnaît les endroits qui fonctionnent. Or, qu'est-ce qui se passe quand on active la voie Wnt pendant ces 24 heures? Quand on active la voie, on active le gène numéro 1 et le gène numéro 3. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Au travers d'une réponse à la voie de signalisation Wnt, qui est une réponse très classique avec des sites de liaison, vous activez ces gènes. Donc ce qui se passe, c'est la chose suivante. En traitant avec l'activation de Wnt, on commence à transcrire les gènes numéro 1, les gènes numéro 3. NIPBL, qui reconnaît les endroits transcrits, va arriver sur ces gènes numéro 1, sur ces gènes numéro 3. Et c'est ça qui localise la coésine de façon asymétrique. D'accord? Vous imaginez le locus comme ça, avec tous ces gènes qui sont fermés en fait. Wnt va activer ces deux gènes au départ, NIPBL va arriver, déposer la coésine. Que va faire la coésine? Commencer à extruder, extruder, taper dans le premier site, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est ce qui fait qu'on a une activation relativement rapide de la première partie et après une extension lente qui dépend du nombre et de l'orientation des sites CTCF. Bon, si c'est vrai, on devrait voir des différences dans l'accumulation de coésine au site CTCF. Au tout début, on devrait voir un maximum de coésine sur ce site, puis ensuite sur ce site, etc. Puisque au tout début, quand on extrude, on va bloquer au premier site. Donc quand on regarde où se trouve la coésine, elle doit se trouver au premier site. Hein? Et ça, c'est exactement ce que vous voyez là, ici. Au tout début, 24 heures après le traitement par Wnt, vous voyez qu'il y a une accumulation massive de coésine sur le premier site. Il y en a un peu là, un peu là. Et puis au fur et à mesure du temps de l'activation, on voit que les distributions de coésine s'égalisent sur les sites. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est la partie biochimique moléculaire. Et
franchement, c'est compliqué à comprendre. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'anorak, à la veste, au bouton pression. J'utilise généralement deux images pour essayer d'expliquer la nature de ce modèle aux gens qui ne sont pas forcément le nez dans le guidon. Et la première, qui à mon avis est probablement la plus simple, c'est d'imaginer un enfant qui va ouvrir un anorak, un windjack, qui est fait de boutons pression. Boutons pression représentant le CTCF. La résistance des boutons pression, elle est simple, hein, c'est la constante d'affinité de CTCF sur le site. Si le site est très bon, ça va être dur d'ouvrir. Si le site est misérable, avec des bases qui sont variables, etc., ça va être très facile. Donc là, vous pouvez déjà... Bon. Alors, l'enfant, si vous voulez, il va relativement rapidement s'apercevoir que s'il exerce une pression en haut, c'est plus facile, parce qu'en haut, vous n'avez qu'un, vous mettez toute la force qui est distribuée sur un seul bouton pression. Évidemment que si vous commencez au milieu, vous allez avoir deux boutons à ouvrir, donc ça va être plus compliqué. Et donc, on va ouvrir le système alors, l'application de la force, c'est le traitement wind. Hein. Vous mettez du wind dans le système, vous commencez à appliquer la force. Puis ensuite, vous tirez. Mais, vous ne tirez pas comme un enfant le ferait, c'est-à-dire tac, 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 tac. Le système ne fonctionne pas comme ça, parce que quand vous ouvrez le premier bouton pression, CTCF, il va revenir. Donc, chaque fois que vous ouvrez un bouton pression, vous le refermez derrière. D'accord? Donc, il faut vous imaginer que vous devez faire comme ça, constamment. OK? Donc, vous avez le premier bouton pression, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Cependant, au bout d'un certain moment, pour des raisons qu'on peut discuter, mais bon, le deuxième, tout d'un coup, va s'ouvrir. Parce que le premier ne sera pas refermé à temps, parce qu'il y a des cellules dans lesquelles ça ne va pas bien se refermer, etc. Donc, vous allez ouvrir le deuxième. OK? Une fois que vous ouvrez le deuxième, le gène qui est entre les deux, dans le complexe, va être activé, parce que vous ouvrez le deuxième, vous extrudez, donc vous passez au deuxième, le gène qui est entre les deux va être mis proche de la séquence régulatrice, donc il va être activé. Donc, il va recruter NIPBL. Donc, la coésine va descendre et va commencer à extruder aussi entre les deux premiers boutons pression. D'accord? Donc, vous allez avoir quelque chose qui va faire comme ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis ici, vous ouvrez et les mains qui représentent la force de la coésine, en fait, descendent et maintenant prennent les deux premiers boutons pression. D'accord? Et donc là, vous continuez à faire comme ça. Refermez le 1, le 2, refermez le 2, le 1, refermez le 1, le 2, mais vous attaquez le 3. Donc soudainement, le 3 va s'ouvrir. Quand vous ouvrez le 3, le gène qui est entre le 2 et le 3, qui soudainement va être libéré, mais l'espace de quelques secondes, hein, parce que ça va se refermer, mais c'est suffisant pour être transcrit. Si c'est transcrit, qu'est-ce qui se passe? NIPBL arrive, la coésine arrive. Et vous allez extruder à partir du numéro 2, 3, en même temps que 1, 2, en même temps que 0, 1. Donc maintenant, vous tirez sur les 3 premiers boutons pression. D'accord? Et c'est comme ça qu'on pense que ce système fonctionne. C'est un système qui est totalement auto-entretenu. Hein? Donc vous tirez votre coésine, et il y a un moment, ça bloque au premier site CTCF. Et puis, pour des raisons X ou Y, à certains moments, le premier site va sauter, donc vous allez extruder sur le deuxième, mais CTCF va revenir sur le premier. Mais les coésines vont de nouveau être remises ici, parce que ça continue à fonctionner, donc il va y avoir un loading constant des coésines. Simplement, les coésines vont pleuvoir, d'abord sur la première partie, ensuite un peu plus postérieure, un peu plus postérieure, et à la fin de l'ouverture, les coésines vont tomber sur tout le cluster. Sauf si les premiers gènes s'éteignent, ce qui est le cas en fait, au bout d'un moment, dans ce cas-là, les coésines ne tombent plus puisqu'il n'y a plus de transcription.
D'accord? Une autre façon de visualiser ça, c'est évidemment avec une corde de montagne. Là, je ne suis pas sûr que je simplifie les choses, en fait. Je vais peut-être même, si vous pensez que vous aviez compris, je vais vous montrer que vous n'aviez pas compris. Imaginez que vous avez ces deux sites CTCF. Hein. Imaginez que vous avez un site Wnt ici, qui est reconnu par Wnt. Et puis en rouge, là, vous avez le premier gène de la série, gène numéro 1, gène numéro 3. Tout ça, c'est fermé, hein, c'est négatif, c'est couvert par des triméthyl K27, hein, c'est négatif, ok. Et puis vous avez Wnt qui arrive ici. Wnt arrive, il va reconnaître cette séquence, c'est pas Wnt, hein, c'est l'effecteur de la voie Wnt, mais disons simplement, il va reconnaître cette séquence, activer ce gène. Okay. Ce gène, il commence à être transcrit. Qu'est-ce qui se passe? NIPBL reconnaît la transcription, il y a la coésine qui arrive, parce que c'est transcrit. La coésine va extruder, extrude, ça c'est le truc Wnt, ça disparaît, extrude, ça rencontre ces sites CTCF près des enhancers, mais évidemment, ça continue à extruder jusqu'à ce que deuxième gène numéro 3, numéro 4, c'est activé, etc. Très rapidement, parce qu'il n'y a pas de CTCF. On extrude, il n'y a pas de CTCF. Mais là, il y a un moment, ça bloque. OK? Voilà, là. OK? Ça bloque. Ici. OK? Ça bloque. Sauf qu'après un certain temps, ce site, il s'en va. Okay. Donc, vous continuez d'extruder. Ce gène-là, maintenant, quel ferait des enhancers, va être activé. Là, ce CTCF, il va se remettre sur ce gène-là où il était, parce qu'il va reconnaître la séquence. OK? D'accord? Mais maintenant, ce gène qui s'est activé dans l'intervalle, il va reconnaître une autre coésine. Il va être recruté une autre coésine. Donc ça va extruder aussi ici. D'accord? Quand ça extrude de ce côté, ce CTCF-là qui est dans le faux sens, il passe à travers. Donc ça va continuer d'extruder. Donc vous allez extruder à la fois jusqu'au premier et jusqu'au deuxième, etc., etc. Bravo. Alors, Vous avez montré, en fonction du timing, que le premier cluster n'était toujours pas éteint, même à la fin de la séquence de la montée. Ce qui signifie que le premier cluster est allumé, mais il continue d'être actif. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il continue d'être actif le temps qu'il doit être actif. Hein. Oui. Après, généralement là, si vous voulez, ces boucles génétiques sont faites de telle sorte que quand vous n'avez plus besoin, vous économisez l'énergie. Donc au moment où il n'y a plus besoin des gènes antérieurs, parce que vous fabriquez la partie postérieure, ben, ces gènes vont s'éteindre. Ce n'est pas économique de... Bon. Alors la dernière chose que j'aimerais discuter ce soir, c'est est-ce qu'on peut voir ça? Ah oui, mais je n'ai pas les films. Est-ce qu'on peut voir ça au niveau de la chromatine? Et en fait, je voulais vous montrer des petites animations que nous avons fait parce que quand je vous montre voilà, quand je vous montre ça et je vous dis c'est de la chromatine, comment est-ce qu'on peut voir ça? Comment est-ce qu'on peut, sur un écran d'ordinateur, modéliser cette structure dans l'espace pour avoir une vague idée de cet arrangement-là? Et en fait, c'est relativement simple. Et j'en ai déjà parlé dans un cours précédent. Mais imaginez que vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Imaginez que deux parties de la chromatine soient proches l'une de l'autre. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez fixer le système, fragmenter l'ADN, et sortir ce petit morceau d'ADN où les deux ADN seront collés. Hein. Donc c'est ce que je vous montre ici. Voilà, vous avez ces deux séquences qui sont proches l'une de l'autre. Par exemple, prenez un promoteur et un enhancer. Hein. Eh bien, ces deux séquences vont être proches l'une de l'autre, elles fonctionnent parce que vous allez avoir des contacts protéiques, etc. Donc, si vous fixez, avec ici une protéine particulière,
vous allez pouvoir digérer votre ADN, vous cassez votre ADN, puis ce morceau-là, puisque vous l'avez fixé, il va contenir ce morceau-là, plus ce morceau-là. Celui-là, il sera tout seul, celui-là tout seul, etc. OK? Si vous mettez dans votre système ensuite des enzymes qu'on appelle des ligases qui recollent, des enzymes qui recollent, eh bien vous allez recoller ce morceau-là à ce morceau-là. Ce que vous voyez là, vous avez deux morceaux qui viennent d'endroits différents, qui sont collés, vous allez les recoller ensemble et faire un rond. Une fois que vous avez un rond, vous séquencez, l'ADN toujours, vous séquencez, vous séquencez, vous séquencez. D'accord? Puis comme vous séquencez, vous allez voir sur une séquence ce morceau d'ADN rouge, puis vous allez voir sur la même séquence ce morceau d'ADN bleu. Mais ils ne viennent pas du même endroit du chromosome. Le morceau rouge est là, le morceau bleu est là. Mais comme vous voyez que vous le lisez, ça veut dire que ces deux morceaux étaient ensemble. D'accord? Alors ça, c'est un exemple. Mais cette manip-là, elle se fait sur des millions, des dizaines, des centaines de millions de rides d'ADN. Donc on arrive à avoir une structure globale du système qui n'est pas si mauvaise. Et je vous montre ici un exemple. Voilà. Vous pouvez mettre ça sur une matrice après. Ici, vous avez de l'ADN en bas. Et puis ce point-là, par exemple, qui est très rouge, eh bien, c'est un point qui est un contact entre cette partie et cette partie. Pourquoi ce point est plus rouge que l'autre? Parce que le rouge, le beaucoup de rouge, signifie beaucoup de rides d'ADN, beaucoup de lectures d'ADN. Évidemment, si vous avez beaucoup de lectures à la fin, vous voyez que vous avez 1000 fois le même petit fragment d'ADN que vous séquencez, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de contacts, puisque vous avez beaucoup cassé, beaucoup, etc., etc. Si vous avez une seule lecture, ça veut dire que le contact est très, très aléatoire, qui probablement il ne sert à rien. Hein? Et donc, vous avez un truc très pâle. Et si on fait cette approche, on voit quelque chose qui a été co-découvert par ma collègue Edith Hurd, en fait, ici, c'est qu'on a des structures pyramidales, c'est-à-dire des structures pyramidales, ça veut dire que des morceaux de chromatine sont en globules, finalement. Hein, ce qu'on appelle des TAD, mais peu importe. Donc vous avez des morceaux de chromatine qui ne se mélangent pas. Hein, vous avez qui viennent un peu en globules. On le voit très bien ici, c'est sur le cluster OX, hein, en fait. D'accord? Vous voyez que c'est assez intéressant parce que cette séquence d'ADN ici ne parle jamais à celle-là. Autrement, on aurait un carré ici. D'accord? Donc ça permet de, si vous voulez, ça permet de segmenter fonctionnellement la chromatine. Cette pyramide fonctionne, cette pyramide-là ne fonctionne pas, etc. D'accord? Ça permet d'assigner des fonctions différentes. Alors si on regarde la structure de cette chromatine sur le cluster OX, eh bien, voilà ce qu'on voit. On voit cette petite pyramide avant le traitement par Wnt. Avant le traitement par Wnt. D'accord? Ce qui représente en fait un cluster qui est dans un globule négatif. Rien ne fonctionne, tout est éteint. Hein? Il y a beaucoup de modifications qui sont des triméthyl K27, donc des modifications négatives. Puis ces trucs se collent ensemble et ça fait une sorte de boule. Et c'est ce que vous voyez là, c'est cette boule. D'accord? Et puis là, voilà un agrandissement. Là, vous voyez ici cette petite pyramide. Souvenez-vous, ça c'est la partie antérieure qui n'a pas de site CTCF, puis ça c'est la partie postérieure qui a ses sites CTCF. Et puis là, c'est là que j'avais un petit film. Ah, c'est une catastrophe cette histoire, pour vous montrer justement que quand on met du Wnt dans ce système, en fait, ce qui se passe, c'est que le cluster s'ouvre en deux parties, avec une partie qui est activée, c'est la partie qui n'a pas de site CDCF. Quand on met Wnt, hein, c'est les 3 premiers gènes que j'ai extrudés rapidement, souvenez-vous. Okay. Et puis on bloque ici, au premier site CDCF, et progressivement, on va voir cette pyramide qui va disparaître, 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 parce qu'on rentre dans la partie négative et on active les gènes les uns après les autres. Voilà. Ça, c'est la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est le modèle, qui est donc, encore une fois, le cluster qui se trouve dans ce globule négatif, ici, et puis au début de l'ouverture, quand vous rentrez dans le rétrécissement de ce sablier phylotypique, hein, quand on arrive au moment où on va commencer à fabriquer ces segments,
signalisation Wnt, on va commencer à disloquer ce cluster en deux parties. Une partie antérieure qui est activée très rapidement. Comme elle est activée très rapidement, que se passe-t-il? Elle va attirer la coésine. Cette coésine va commencer à extruder, bloquer au premier CTCF, ensuite deuxième, troisième, quatrième, etc. Et on va progresser un gène après l'autre dans la partie postérieure. Vraiment, si vous avez 5 minutes, restez, je vais mettre les films sur mon écran parce que c'est fort dommage, en fait. Ils sont très beaux et on voit très bien ce qui se passe. Voilà, écoutez, c'était un cours un peu particulier cette année puisque j'avais décidé non pas de prendre une thématique biologique, mais de prendre cette thématique du temps. Hein. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait des référentiels temporels qui fonctionnaient de façon très différente. Et on a vu 3 exemples qui, à mon avis, sont assez prototypiques de ce qui se passe. Un exemple d'horloge cellulaire avec les neuroblastes. Hein, on voyait que c'était lié à la division et puis cette chaîne de facteurs qui donnait ce que les auteurs ont qualifié d'identité temporelle. Et puis ensuite, une horloge qui vraiment est une horloge morphogénétique, une magnifique horloge qui fonctionne pour produire ces segments de façon itérative. Et puis finalement, un timer qui, lui, est bricolé d'une façon un peu artisanale. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, vraisemblablement, est une sorte d'héritage de notre évolution, finalement, qui fait que dans la partie de notre colonne qui se développe très rapidement, on a une activation très rapide de ces gènes. Et puis dans la partie qui, elle, nécessite une temporalité relativement marquée, eh bien on a introduit en quelque sorte toute cette série de sites qui en fait bloquent. Ce sont une série de bloqueurs finalement. Hein. C'est des sites qui retardent, puisque, comme je vous l'avais mentionné la semaine passée, la stratégie principale de cette famille de gènes, c'est de retarder. Puisque évidemment, si vous activez les gènes postérieurs trop tôt, vous allez terminer votre corps trop tôt en ayant des structures postérieures qui vont se trouver à l'endroit où vous devez encore faire des structures antérieures. Voilà, je vous remercie de votre présence. J'aimerais encore dire que l'année prochaine, encore au mois de mai, il n'y aura que 4 cours, parce qu'en fait, je fais une grande partie du cours aux États-Unis l'année prochaine. Et en fait, je parlerai de cette culture, de ces nouveaux types d'embryons mammifères qui sont en train de changer vraiment la façon dont on... Alors aujourd'hui, la façon dont on regarde ces embryons mammifères, peut-être dans 10, 15, 20 ans, la façon vraiment dont les Homo sapiens vont se reproduire, c'est absolument phénoménal. Pour le meilleur ou pour le pire, ça ne sera pas à moi de le juger, mais c'est vraiment une discipline actuelle de la biologie qui est en explosion, en fait, où pratiquement chaque 6 mois, des études vraiment importantes sont publiées. Et donc, l'année prochaine, on parlera un peu de ça, et puis j'espère faire un colloque peut-être un peu plus théorique, un peu plus philosophique sur cette question des cellules souches et des embryons mammifères en culture. Voilà, je vous remercie, passez un bel été.